Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. Non, mais quel début de série, quelle semaine que nous vivons, messieurs. On est choyés comme à chaque année où c'est la première, vraiment, la première ronde des séries éliminatoires a quand même, elle a ce petit ressentiment spécial. Trouvez-vous pas? Tu sais, tout le monde joue en même temps. T'as 2, 3 matchs dans la journée. Tous valent vraiment quelque chose parce que ce sont des séries éliminatoires. Et c'est là où tu peux savourer le fait que tu vas pouvoir savourer de ce sport à chaque jour. Mais là, écoutez, ça fait que s'estomper plus, le moment est grand. Mais profitons-en, les gars. On a bien du fun. Puis, bien sûr, pour ceux qui écoutent à la maison, on va évidemment parler de tout ce qui est canadien de Montréal, ici à la Triple Menace, comme à l'habitude, avec Félix Forget, Pierre-Olivier Poulain et moi-même, Emilio Constanza. Les gars, ça fait approximativement 1 heure que le match canadien-Lightning est terminé. Le premier match de cette série. On assume que même les gens à la maison, dans la voiture, vont consommer tout produit sur les Canadiens de Montréal possible pour revenir un petit peu de tout ça. Ben, je vais juste vous demander pour commencer. Comment allez-vous? Honnêtement, là, je pensais pas jamais faire de la WWE dans ma vie, mais je te confirme que j'avais de l'air de Ric Flair dans mon char en revenant de mon deck hockey quand il y a eu le but gagné de l'US. Là, j'étais genre... OK. C'est là où les gens, il faut savoir. Est-ce que c'est parce que tu as emprunté le Who ou c'est parce que tu étais noyé là, de la tête aux orteils en diamant, là? Ouais, non, ça c'est la prochaine étape. Là. Quand on va se faire commanditer 2-3 fois, là, ça va être la prochaine étape après ça. Mais et la coupe de cheveux. Oui, absolument. J'ai les mêmes cheveux que Ric Flair. Et je suis aussi noyé autant de femmes que Ric Flair, mais ça, c'est un autre débat. Félix, comment ça va, toi? Ah, écoute, c'est difficile de ne pas être heureux en tant que fan du Canadien après ce qui s'est passé aujourd'hui. Puis, tu sais, c'est drôle parce que tout le long de la journée, je suis comme, je sais pas, c'est bizarre une game à 5h45. On dirait que j'ai de la misère à embarquer. 5h45, ça me fait comme pas. Hey man, la rondelle est tombée sur la glace, puis mon Dieu, ça a pris comme 0.4 secondes après ça. Ça a été facile de se craquer quand la rondelle était sur la glace. Là. Écoute, quelle ambiance, puis j'ai tout adoré. J'ai tout adoré. Je m'ennuyais du hockey de série. Mon Dieu, je m'ennuyais de ça. J'ai malheureusement manqué la première période parce que des obligations professionnelles m'envoyaient du côté de Boisbriand pour les séries éliminatoires de la LHJMQ. Ce que j'ai à dire, c'est une chance que le match n'était pas en après-midi, le premier match entre le Canadien et le Lightning, parce que, oh mon Dieu, on sait qu'il y a certains enjeux dans la LHJMQ de ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, le match s'est passé, puis bon, là, je voyais, ça s'éternisait. Pas de prolongation, s'il te plaît, ou pas trop long. Tu sais, j'ai des places à être. Tu sais, je voulais être avec des amis, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Mesdames et messieurs, aussi, avant qu'on rentre pour parler un petit peu de tout cela, là, de ce premier match canadien Lightning, on a fait notre défi des séries éliminatoires. Si vous n'avez pas vu sur nos différents comptes, écoutez, vous avez jusqu'à 19h lundi soir notre concours. Écoutez, si ce n'est pas déjà fait, là, ben, venez donc nous rejoindre. Le lien est sur notre compte Instagram. On approche d'ailleurs les 50 participants, puis vous courez même la chance de gagner un gilet d'une valeur de 225 $. Donc, encore une fois, le lien est dans notre bio Instagram à triplemenace.podcast. Et lorsque vous allez créer votre compte et que vous allez rentrer dans le pool, vous pouvez saisir le code podcast de maths ou P. D et M sont en majuscules. Je répète, podcast de maths et le mot de passe P, D et M sont les majuscules. Vous avez jusqu'à lundi soir 19h pour entrer. Bon succès à tous. Bon, maintenant, parlons des vraies choses. Maintenant que ce ad read... Hey, c'était pas pire comme ad read, hein? Ouais. Est-ce que c'est vraiment officiellement notre premier ad read? Ben, écoute, c'est pas un ad parce que c'est pas une publicité. Non, mais
promotion, mais là, c'est de notre affaire. En tout cas, hey, bref, on n'est pas là pour ça. On est là pour parler de séries éliminatoires. Les Canadiens de Montréal qui l'emportent 4-3 contre le Lightning de Tampa Bay sur la route, en fait, je devrais dire. Le Lightning qui, encore une fois, échappe le premier match d'une série à domicile. Et il y a une vilaine tendance qui se remarque que John Cooper a fait savoir devant les médias. C'est comme quoi le Lightning, lors de ses récentes séries éliminatoires, échappait le premier match à domicile et se faisait sortir. On va commencer par ça et ça va être une chronologie qui s'est passée dans ce match. En fait, vous savez quoi? Au diable. Juraj Slafkovský, hein, qui n'a pas un, pas deux, pas trois, en fait, pas un, pas deux, mais trois, dis-je bien, le but sur l'avantage numérique, incluant le but de la victoire en prolongation. Si on avait besoin d'un autre moment pour se dire que Juraj Slafkovský est arrivé, je vais peser là, je sors au diable le chapeau de l'objectivité, messieurs. Ouais. Peut-on dire officiellement qu'il est arrivé? Écoute, premièrement, je ne sais pas qu'est-ce que Nick Bobrov est en train de faire en ce moment pendant qu'on enregistre, mais je suis prêt à parier quelque chose qui doit se fumer un énorme cigare de célébration. Parce que je pense qu'on peut dire, hors de tout doute, en fait, nommez-moi un vrai fan du Canadien de Montréal qui dit encore qu'on a fait le mauvais choix au repêchage de 2022 entre Shane Wright et Juraj Slafkovský. Et je veux dire à la cour que les mots « je préférais avoir Shane Wright » n'ont jamais été sortis de ma bouche. Je l'assure, je le jure sur serment. Ces mots-là n'ont jamais été dits. Je voulais absolument Shane Wright au repêchage. On est deux. Je m'excuse. On est trois. Kent Hughes, Jeff Gordon, Jeff Molson. Je m'excuse. Je connais pas Rondelle. On est désolé. C'est fou. Puis écoute, je vais venir sur. J'ai un peu le même constat en regardant le match. Puis Anthony Marcotte qui a eu le même constat aussi. Là. Anthony Marcotte, pour moi, le point tournant du match, ça a été la mise en échec de Ryan McDonagh sur Juraj Slafkovský. Puis j'ai le même constat quand je sors de ce match-là. Parce que Slav, c'est drôle parce que là, on parle de son excellent match, puis à juste titre, mais pendant, je dirais, les 25-30 premières minutes, ce gars-là, j'ai revu des choses qui ne m'impressionnaient pas particulièrement. Tu sais, le staff qui tombe un peu facilement quand il se fait pousser, puis j'avais de la misère un peu à vraiment embarquer avec son match. Puis là, soudainement, McDonagh l'a renversé, et là, Slav, il a donné comme 4 coups de vengeance tout de suite après, puis les présences d'après, il s'est mis à être une véritable brute sur la glace, puis c'est drôle, ça m'a presque rappelé il y a quelques années la série Montréal contre Vegas, justement, quand Alexander Romanov, premier match de la série, Montréal domine les premières minutes du match et Romanov renverse Pietrangelo et ça a complètement renversé la vapeur. Vegas s'est mis à marquer des buts et à prendre le contrôle de ce match-là. McDonagh a peut-être fait la même erreur que Romanov il y a quelques années. Slav était pas sur son meilleur match et quand il y a eu cette mise en échec-là, ça l'a réveillé puis c'était exceptionnel. Puis écoute, il faut aussi souligner l'avantage numérique au grand complet. Le staff a marqué les buts, mais il y a des gars qui ont fait de l'excellent travail pour mettre la table, pour l'aider à marquer. Vraiment, tu sais, l'avantage numérique, c'est un point d'interrogation pour le Canadien avant d'entrer dans ces séries-là parce que il y avait tellement finalé un peu de croche. Je pense qu'après ce premier match-là, on peut être rassuré. Ils sont encore pas mauvais, les 5 petits gars qui font qui composent la première vague. Ils sont pas mauvais quand ils réunissent tout le monde ensemble. Moi, ce que je retiens aussi, c'est on a beaucoup parlé de progression dans le cas de Slafkovský, puis je ne sais plus exactement qui avait dit ça cette semaine, puis j'avais vraiment aimé ce point-là. L'année dernière, contre Washington, on sentait vraiment que le moment était trop gros un peu pour Juraj Slafkovský. Kid de 21 ans qui joue ses premières playoffs dans la Ligue nationale à Montréal, le moment était peut-être un peu trop gros pour lui. Là, cette année, tu regardes, peut-être la mise en échec l'a réveillé un peu, ou dis-moi, l'a sorti un peu de ce mindset-là de « Oh mon Dieu, peut-être le moment était un peu trop gros ». Là, il a saisi le moment. Ouais, puis, je pense que, écoute, ça, c'est la personne qui avait dit ça avait soulevé ça. Je me demande à quel point on parlerait de la progression puis de saisir le moment s'il n'y avait pas eu les Jeux olympiques pour Juraj Slafkovský. Parce qu'on se rappelle, s'il y a bien une chose qui n'était pas assez gros pour lui, c'était la pression de tout un peuple derrière lui en février dernier quand il a carry la Slovaquie à lui tout seul.
Non, mais je pense que c'est quand même la confirmation puis l'aboutissement, en fait, de ce qui a mené, de ce qui a fait de son nom, en fait, en tant que jeune joueur puis en tant qu'espoir. On a parlé des Jeux olympiques, ces gros Jeux olympiques, avant même d'être repêché par les Canadiens. Là, il y a eu, bien sûr, bon, un peu son développement. Mio m'avait dit que Juraj Slafkovský était un Kazakhstan merchant. C'est vrai. Mais et quand même en surface, il y a cette saison. Et encore une fois, si on veut garder en surface son portrait éliminatoire, bon, encore une fois, c'est 3 buts dans le même match cette année. Mais tu regardes ça, bon, en séries éliminatoires, c'est 5 buts en 6 parties. En soi, il est là dans les grands moments. Puis encore aux Jeux olympiques, c'est le seul. C'est quoi? C'est-tu pas le seul joueur non nord-américain à être sur l'équipe d'étoiles des Jeux olympiques, là, avec 4 buts, 8 points en 6 matchs aux Olympiques. Ce gars-là a 13 buts en 13 matchs, 11 buts, pardon, en 13 matchs aux Jeux olympiques. Là. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Slav est un gars, puis on l'a vu, c'était un des gros points de vente, un des gros arguments de vente avant le repêchage. On parlait de lui comme un gars qui se présentait dans les gros matchs, puis qui était capable de jouer ces gros matchs-là, puis tu sais, quand on l'a repêché premier dedans en 2022, là, c'était exactement pour des performances comme ça, dans des matchs comme ça qu'on l'a pris. C'est un gros bonhomme qu'on voulait voir connaître des gros moments en série dans les matchs parce que le jeu est physique puis tu as besoin de gars qui peuvent prendre contrôle physiquement d'un match. Comme je disais, ça n'a pas été facile les 25-30 premières minutes, mais McDonough l'a frappé, puis ça l'a comme réveillé, pas comme tu dis, je pense que ça a peut-être comme sonné la cloche de OK, là, ça va faire le niaisage de me laisser faire dans ces matchs-là. Là, moi, je suis capable de prendre le contrôle de ce match-là. Puis c'est quelque chose qu'on voit avec Slav depuis une bonne partie de l'année. Puis je reviens encore à la fois, est-ce qu'on l'avait envoyé sur le deuxième trio avec Ulvar Kapanen puis Ivan Demidov. Ça l'a tellement fait progresser comme joueur, ça aussi, puis le ramener. Puis ça fait en sorte que maintenant, il fait plus juste être traîné par Suzuki puis Caulfield. Ce gars-là prend contrôle des matchs, puis à lui seul, il peut prendre le contrôle d'une rencontre. Si quelqu'un en doute encore, regardez le match d'aujourd'hui. Oui, c'est 3 bancs d'avantage numérique, puis à 5 contre 5, ça a été épouvantable pour ce trio-là contre le trio d'Anthony Cirelli. Mais les gars ont eu des opportunités à 5 contre 4, et qu'est-ce qu'on a fait? On a saisi ces opportunités-là, puis on a fait payer l'autre équipe. Slav n'est pas juste un gars qui va frapper et tout. Là. Slav était le meilleur buteur du Canadien en avantage numérique cette année. Puis quand tu regardes des matchs comme aujourd'hui, tu comprends pourquoi. Parce que ce gars-là est une menace en avantage numérique, a compris comment utiliser son tir, a compris comment se positionner, puis ça fait en sorte qu'il est devenu cette bête-là qui est très difficile à gérer. Messieurs, on pop très vite. S'il te plaît, très vite. Oui, vas-y. OK, tu me laisses. Écoute, je vais y aller très rapidement. Honnêtement, là, tu sais, je fais des blagues que vous êtes jeunes, mais je suis sûr que vous êtes assez vieux pour avoir connu ça. Vous ne voulez pas me dire que le premier but de Juraj Slafkovský ce soir contre le Lightning avait des shades de 2010 Mike Camilleri là-dessus? Mike Camilleri... Non, OK, je confirme, OK, je suis quand même un étudiant qui se respecte. Mais il n'y a pas longtemps, dans un cours à l'école, j'étais à côté d'un de mes bons amis que je salue parce que je sais qu'il écoute ce podcast, Gab, où je suis tombé. C'est une chaîne YouTube qui commence à sortir des faits saillants de séries éliminatoires d'antan, où c'est juste les buts dans toute la série, puis c'est comme en bonne définition, 1080p. Et on parlait des buts de Mike Camilleri où il est en déséquilibre, tombe sur un genou et marque le tir sur réception. Pop, on parle de ces joueurs qui peuvent être le facteur X. Hein? Ben, écoute, Pop, pardon le Q, parce qu'on a posé la question cette semaine. On l'a fait sur le perron d'église parce que oui, à chaque semaine, on vous envoie une petite invitation sur les réseaux sociaux. On vous envoie une petite question, puis regardez, souvent, vous êtes très, 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 très émotif. On aime ça aussi, là. C'est la passion. Et cette semaine, on vous a demandé. Bon. Peut-être qu'on s'attendait, peut-être d'un. Mio, peux-tu juste recommencer ta phrase? On t'a perdu dans peut-être les dernières 30 secondes un peu. Peut-être ça. Peut-être avec ton micro, là, je pense qu'il y a eu un petit pépin technique qu'on t'a perdu dans les 30 dernières secondes. No way! Incroyable. Là, c'est bon, là, on t'entend bien. Parfait. Désolé pour les gens qui ont dû entendre ça. Mais essentiellement,
on vous demande qui fera la différence dans la série Canadien Lightning. Bon, on peut avoir les mêmes réponses qu'à l'habitude. Un Ivan Demidov, un Nick Suzuki, un Cole Caulfield. C'est pour ça qu'on a mis ces trois-là. Ben, on prend le crédit, mais c'est nos gens aux réseaux sociaux qu'on salue pour le bon travail qu'ils font. Hein. Mais dans tout ça, vous savez quoi? La réponse qu'on a reçue, que moi j'aime bien, qui nous provient de Jasmin, qui dit le suivant. Ben, si Kirby Dach pouvait sortir un Dale Weiss, on serait en business. Trouvez pas d'ailleurs que Slavkovski, par contre, Pop dit que son premier but avait des airs de Camilleri ou c'était son deuxième? Moi, je trouvais que le deuxième but avait des airs de Dale Weiss. Le but en prolongation contre le Lightning, il y a 12 ans de ça. Oui, absolument, absolument. Je vois où tu t'en vas avec Daniel Brière qui le trouve devant le filet puis il va la loger, là. Oui, absolument. D'ailleurs, même couverture défensive, là, je pense que allez voir la reprise, là, le quatuor défensif du Lightning sur le deuxième but de Slavkovski. Ouf! 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 Oui, ouf! D'ailleurs, bon, messieurs, c'est la partie où, en fait, on n'a pas le choix d'en parler, mais il y a encore le vétéran numéro 11 que des gens aimeraient amener sur la glace. De l'autre côté, on en a d'autres qui parlent de ne pas changer la recette gagnante. Vraiment, là, on ne s'éternisera pas là-dessus. Mais où est-ce que vous vous placez sur ce débat-là? Moi, je peux le voir un peu. On peut dire aussi que Dale Weiss et Kirby Dach, pas nécessairement le même style de joueur non plus. Mais je pense que Kirby Dach a été un peu fouetté par les critiques qu'il y a eu à son endroit parce que, écoute, j'ai pas vu le match personnellement, mais j'ai vu les commentaires d'après-match, après le match contre Philadelphie cette semaine. Et qu'on n'était pas très élogieux de la part de l'effort physique de Kirby Dach, je pense que si on peut réussir à le fouetter là-dessus, un petit offensif de plus sur le 3e, 4e trio, là, moi, c'est par là que les équipes championnes se bâtissent. Tu sais, Nikita Kucherov, Brandon Point, puis tout ça va s'annuler avec Nick Suzuki, Cole Caulfield et tout le tralala. Ce qui va se passer, c'est que le 3e ou le 4e trio, c'est là qu'on va voir qui va avoir le dessus. Si Kirby Dach peut avoir cet impact-là, un petit but ici, une mention d'aide ici, ou juste un jeu individuel qui est capable d'amener du momentum un peu comme René Bourque. Moi, je pense que je vais prendre le take, je vais changer Dale Weiss pour René Bourque en 2014 contre les Rangers. Je le vois pas avec Dach. J'ai longtemps cru en Dach, puis après sa première année, j'ai fait ce gars-là va tasser Suzuki comme premier centre de cette équipe-là, mais man, je ne vois pas. Aujourd'hui, je ne l'ai pas vu une fois. Là. Je l'ai rien vu faire de tout le match. Moi, sérieusement... Attends, Félix, il y a un moment donné où il a essayé de la sacrer dedans. Ou, genre, il a essayé. Ça, c'est la meilleure chose qu'il sait faire. Des fois, il essaye. Genre, tu sais, le moment où tu tapes le bâton sur les pads. Mais moi, ce qui arrive avec Kirby Dach, puis je pense que ce gars-là est affecté psychologiquement par les dernières blessures qu'il a eues. Tu sais, on sent que il n'a pas trop envie d'aller se mettre dans le trafic justement pour éviter une blessure parce que je pense que d'après moi, il a encore tout ça en souvenir. Tu sais, on parle des fois de quelqu'un qui revient d'une grosse blessure puis qui dit, tu sais, il y a peut-être l'aspect psychologique un peu, mais Kirby Dach, ça fait 3-4 grosses blessures qui revient. Puis je pense que, tu sais, à la force de tout ça, je ne sais pas quand il va pouvoir se sortir de là, mais pour moi, je pense que ce n'est pas une question de talent, c'est juste une question de mental un peu, de sortir un peu de cette peur psychologique un peu, là. Dans le fond, j'en doute pas, mais juste pour terminer mon point de tantôt, là, moi, mon point, je pense qu'il y a plus de chances que Kirby Dach finisse en dehors de la formation que de chances qu'il devienne une run de Dale Weiss ou de René Bourque. Je le vois juste pas. Sérieusement, là, j'avais ce constat-là à la fin de la saison régulière, puis même après le match d'aujourd'hui. Là, évidemment, tu changeras pas à ce que tu viens de gagner, là, mais si le Canadien perd 2 de suite, là, je ne serais pas surpris que ce soit Dach qui saute pour qu'on ramène Gallagher dans la formation et essaie de ramener un petit... Non, même Joe Veleno, d'ailleurs, que je ne comprends pas pourquoi Joe Veleno ne joue pas en ce moment. Là. Oui, la production offensive n'est pas là, mais Joe Veleno joue avec un vrai 6 fois plus de chien que Kirby Dach, puis je vois plus une utilité pour Veleno en ce moment. Justice pour Joe Veleno. On va dire à forces égales de manière offensive, je vais prendre le jeu défensif
de Joe Veleno à place et le chien, comme Félix dit. Alors, messieurs, on va faire le tour de ce qui s'est passé ailleurs dans la Ligue nationale, mais juste avant, que souhaitez-vous voir pour le restant de cette série éliminatoire? Parce que du prochain moment qu'on va se parler les trois ensemble, il y aura 3 autres parties. On va se parler après le 4e match. Que souhaitez-vous voir? Je vais souhaiter juste une chose, puis ça va s'appliquer dans les 2 équipes de cette série-là. Là, au bâton, là, vous les gardez à terre. C'est quoi? Il y a eu 4-5 punitions pour Ice Stick dans cette game-là? C'est en quoi? tout cas, j'espère, Pop, que le bâton de J.J. Moser, il va bien. Parce que vraiment, il a tellement été pris de fait quand il s'est fait frapper, là, il a laissé tomber le bâton. En tout cas, je vais pas revenir là-dessus, mais moi, ce que je vais souhaiter, puis je vais peut-être faire un train avec justement la question du perron d'église. Si Alexandre Carrier peut jouer de même pour le reste de la série, pour moi, ça va être ce joueur-là qui, s'il joue de même comme il a joué dans le match numéro 1, on va être en business. Absolument. Puis écoute, tu parles de Carrier. Moi, l'autre constat que j'en retiens de ce match-là, c'est Lane Hudson n'a pas eu un excellent match. Puis ce qu'il sauve Hudson dans ces situations-là, c'est que le moteur de ce gars-là n'arrête littéralement jamais. Le nombre de fois où il a fait une petite erreur, puis tu l'as vu juste par pure persévérance, réussir à au moins limiter les dégâts puis aider le reste de l'équipe à ce que ça finisse pas en catastrophe. Écoute, idéalement, tu as besoin qu'Hudson se lève. Et oui, c'est énorme ce qu'on lui demande en ce moment, surtout avec Noah Dobson qui est blessé là. C'est énorme ce qu'on lui demande. Fait que je vais souhaiter à Hudson que Dobson revienne plus rapidement qu'on pense. En ce moment, on s'attend pas vraiment à le voir en première ronde, mais on va souhaiter à Hudson et au reste de la défense que ça va continuer. Mais j'ai aimé quand même de manière générale le match de Carey, le match d'Arbor Xhekaj aussi, qui est un point d'interrogation. J'ai aimé le match de ces 2 gars-là. Et j'ajouterais aussi, je veux que Josh Anderson continue avec le Josh Anderson des séries, parce qu'on parle beaucoup de Slav, on en parle avec raison, mais Josh Anderson était, pour reprendre une expression de Pop que j'aime beaucoup, là, Josh Anderson était allumé comme un rond de poêle aujourd'hui. Puis, mon Dieu Seigneur, que Josh Anderson en série, allumé comme un rond de poêle, c'est un peu le bonheur de le voir jouer. Et je veux voir ce Anderson-là tout au long de la série. Même si c'est pas facile, c'est un gros rôle qu'on lui demande, mais j'ai besoin que Kirby Dack le regarde un peu aussi, tu sais, juste. Prenez note. Il y a quelque chose à voir de ce côté-là. Messieurs, ailleurs dans la Ligue nationale, en ce dimanche soir, bon, au moment où on enregistre, on est seulement en première période. Le match vient de commencer entre le Mammouth et les Golden Knights, mais au moment qu'on enregistre là, vraiment, le match entre les Bruins et les Sabres s'est terminé. Les Bruins qui ont marqué leur 3e but du match à 6 secondes de la fin, mais en tout et partout, les Sabres qui l'emportent 4-3 avec, ma foi, un but clutch en fin de 3e période où Pop écrit dans notre petit chat du programme là, qui dit « Buffalo va brûler » et Buffalo brûla. Mais c'est le fun à voir. C'est vraiment là. Ailleurs, l'Avalanche qui gère les Kings au premier match, peut-être pas de la manière dont tout le monde s'attendait, mais respect aux Kings. Ils les ont gérés. Pour les Kings, 2 petites secondes, juste revenir sur les Kings. Là. C'est beau, c'est cool, on a donné pas mal. Là. Colorado en 4. Parfait, c'est beau. Oui, absolument. Les Flyers qui l'emportent 3-2 contre les Penguins. Surprise un peu de ce côté-là, du sens que les Flyers sont entrés par la porte d'en arrière parmi les dernières équipes. Sur une bonne séquence, par contre. C'était l'équipe la plus haute de la Ligue nationale en rentrant dans ces playoffs-là. On en reparlera des Flyers. On en reparlera. Elle n'est pas trop faite, là. Les Hurricanes qui blanchissent les Sénateurs 2-0 et le Wild qui l'emporte. Oui, qui l'emporte, oui. Mais 6-1 contre les Stars. Dallas qui se fait réussir au premier match d'une série. Ça aussi, on ne se tente pas. Hein. C'est des classiques indémodables. C'est vraiment, écoute, c'est du jamais vu. Alors, écoutez, par où commencer? Si on veut regarder un petit peu du côté du Wild, ça a été quand même un gros match pour ceux qui avaient Kaprizov, qui avaient Joel Erikssonek aussi dans leur petit pool, là, parce que 3 points chacun. Matt Zuccarello aussi avec 3 passes et Matt Boldy. Tu sais, dans un match où tu dis, Quinn Hughes doit avoir une grosse game. Il y a eu une passe. Offensivement, il a été. Il y a eu mieux que lui pour de ce côté-là. Messieurs, on a parlé effectivement de ces Flyers de Philadelphie. Félix, quel est le plafond qu'on peut voir avec une équipe qui est chaude patate en ce moment comme les Flyers?
Ce qui me fait un tout petit peu chier, c'est que ce show-là est enregistré dimanche soir et non vendredi soir. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai un témoin qui peut témoigner du fait que j'ai dit ceci vendredi soir, avant le début des séries. Mon témoin en question étant notre cher Pop, ici, là, sur la vidéo pour ceux qui connaissent ici. Là. Les Flyers de Philadelphie vont terminer leur saison en finale de conférence. Tu l'as dit, on est rentré par la porte d'en arrière, mais cette équipe-là ne fait que gagner depuis un petit bout. Okay? On gagne des matchs sans bon sens. Puis l'arrivée de Porter Martin a tellement changé de choses à Philadelphie. On dirait que soudainement, ça a comme placé tout le monde dans votre chaise. Puis, tu sais, on parlait de Slav, qui est un gars taillé pour les séries, puis Anderson aussi. Là. Porter Martin est pas mal fucking dans le moule de ces deux gars-là. Là. Ce gars-là est né pour les séries. Premier match en série en carrière, but gagnant. Et tout qu'un but, soit 100%. Exact. Puis tu sais, évidemment, c'est logique d'avoir des doutes sur les Flyers en termes de la composition d'équipe. Devant le filet de Dan Vladar, en tout respect, j'ai quand même un point d'interrogation. La défense reste un peu suspecte. À l'attaque, Martin vient un peu placer tout le monde dans votre chaise, mais ça reste que Christian Dvorak est un centre top 6 pour cette équipe-là, qui a quand même une bonne saison. Là. Un peu de respect pour Christian Dvorak. Les Flyers sont un wagon qui sont dans un quart de bracket, là, dans le genre de coin là, du tableau. Là. Très suspect. Là, les Pingouins, c'était pas. Les Pingouins ne m'impressionnent pas particulièrement. L'autre bord, Ottawa. Est-ce qu'Ottawa va être capable de marquer un but cette année? On leur souhaite. Puis les Hurricanes, qui, comme à chaque année, ont toujours un peu de misère en série, vont finir par s'effondrer à un moment donné. Moi, sérieusement, en ce moment, tu me demandes qui va sortir de ce quart de bracket-là, laquelle de ces 4 équipes-là va sortir. Pour moi, en ce moment, c'est les Flyers. C'est même pas particulièrement proche. Je veux dire, en tout respect pour les Hurricanes, puis même les Pingouins et les Sénateurs, même s'ils sont quand même une coche en dessous des Sénateurs, là, je vois aucune équipe qui joue au niveau des Flyers depuis un certain moment parmi ces 3 équipes-là. Puis pour moi, c'est l'équipe toute désignée pour faire une petite run. Pas se rendre jusqu'en finale, mais en finale de conférence, ils vont affronter l'équipe qui va sortir du côté de l'Atlantique dans l'Est. C'est qui? Veux-tu mouiller là-dessus? Qui va se... ce sera pas Boston, je sais pas si ça va être l'équipe des 3. La vraie question, c'est vos brackets du concours. Évidemment, on ne gagnera pas. Si on gagne, on va vous laisser gagner, là, officiellement. Mais on joue pour le sport. Votre bracket, ça ressemble à quoi? Parce que moi, Jimmy t'aime pas, je pense. Jimmy t'aime pas, il me semble. Okay. Parce que moi, j'ai hésité. Parce que moi, j'ai callé que les Sénateurs et les Flyers vont s'affronter au deuxième tour. Et j'ai quasiment flip à 25 cents pour être d'accord avec toi pour mettre les Flyers over Ottawa. Messieurs, j'ai une confidence à vous faire. Vas-y. Je ne suis pas dans le défi que nous faisons nous-mêmes. Parce que. Écoute, t'as encore 24 heures. T'as encore le temps. Je comprends, mais c'est nous qui le faisions. Fait que j'étais comme, je le ferai pas. Je comprends, mais moi, je l'ai fait pour le sport. Mais si moi et Félix, on va prendre l'autre qui est après. Là, oui, évidemment. On aimerait ça, mais on le fera pas éthiquement parlant. Hey, c'est quand même un beau prix, puis on vous le laisse parce qu'on vous aime, les gens qui nous écoutent à la maison. Là. On vous aime, on veut vous le laisser. Bio, il est plate, il ne va pas participer, là, écoutez-le pas. Là. Venez participer, venez avoir du fun avec Pop puis moi, puis pas avec l'autre plate à côté. Allez-y quand même, hein, on est presque 50, puis vraiment, la réception a été... Mais justement, on pourrait être 50 et tu participais? Je veux dire, est-ce qu'on reçoit une cote de plus si on est 50? Non, mais c'est la barre psychologique, c'est le fun. Pareil. Écoutez, si la barre psychologique ne joue qu'à moi pour être à 50, j'embarquerai. Yes. Bon garçon. Mais encore une fois, merci tout le monde de participer à ça. Hey, on s'engage sur des prédictions, tout ça. Pop, ça tente-tu de nous glisser un petit peu un billet que tu vas nous sortir, là? Ben, écoute, je vais pas écrire le billet en question parce que c'est pas moi qui gère ça, mais on m'a demandé cette semaine pour les Coop de l'information, le département sport de la Coop, qui nous a demandé, on va essayer de faire une simulation de journalistes qui votent pour les trophées dans la Ligue nationale. Pour le trophée Norris, Jack Adams, Calder, Vizina, Hart et Selke de faire les top 5. Et j'ai officiellement soumis mon bulletin de vote de membre non accrédité de la Ligue nationale pour les Coop de l'info. On peut en débattre ce soir. Ça ne me dérange pas, je peux en parler un peu ce soir, mais vous pourrez lire ça éventuellement dans les prochains jours. Si ce n'est pas publié, je ne sais pas d'ailleurs quand c'est publié.
Moi, il y en a un que je suis curieux. Il y a un de ces brackets-là que je suis curieux. Okay. Comment t'as géré le Norris? Parce que sérieusement, je ne suis pas capable de faire un top 5 du Norris. Écoute, je veux ton top 5 du Norris. OK. Mon gagnant, ça me fait de la peine parce que l'équipe n'a pas participé en série, mais c'est l'année Zach Werenski. Pour moi, c'est... Puis je pense qu'il n'y a pas juste moi qui a voté. En tout cas, je ne dirais pas les votes de mes comparses, mais mon top 5 officiellement, c'est Zach Werenski, Evan Bouchard, Rasmus Dahlin, Quinn Hughes et Lane Hudson. C'est officiellement mon top 5. De 1 à 5. C'est fou pareil parce que je repense quand même à Cale Makar qui a été tellement favori pendant une bonne partie de l'année. Puis, j'écoute ton top 5. Oui. Je suis d'accord quand même. Je sais pas qui je tasse pour Makar. Puis, je pense sans dis donc sur à quel point le calibre des défenseurs cette année est absurde, man. C'est tellement difficile. Les 5 que tu as nommés sont tous des bons candidats. Cale Makar est un bon candidat, puis il y en a plein d'autres aussi. Là. Sérieusement, tu peux argumenter plein d'autres. Mais je vais devoir être en désaccord avec toi, Pop, en raison de comment cette saison des Blue Jackets s'est terminée. Ouais, je comprends. J'ai eu aussi c'est un peu cet argumentaire avec moi un peu. Mais en même temps, c'est pas autant pire que le MVP. Pour moi, le MVP, tu peux vraiment défendre qu'une équipe qui participe pas aux éliminatoires, tu peux pas mettre un joueur au trophée de MVP. Norris, je peux me le permettre un petit peu plus. Mais honnêtement, je vais pas laisser... Parce que j'ai eu le même constat pour le Vézina d'ailleurs. Puis pour moi, le Vézina, ça a été le plus dur à nommer. Moi, je mets quand même... Je mets Ilya Sorokin encore numéro 1 pour le Vézina. Et c'est pas vrai que je vais voir dans un sport collectif comme le hockey décider 2 semaines gâcher absolument un masterpiece que ces deux gars-là ont fait cette saison. Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre, mais je vais quand même devoir être en désaccord. Mais c'est correct. J'avais quasiment envie d'embarquer dans la propagande Evan Bouchard pour Trophée Norris. Non. Je pense que j'ai manqué un peu de courage là-dessus pour m'embarquer. Là. Même si j'aimerais ça, mais je pense que j'ai manqué de courage. Hey, Pop, ma dernière question pour ça. Est-ce que ton gagnant du Selkie a 101 points à sa saison régulière? Ben là, c'est une évidence même. Là. Oui, Nick Suzuki est numéro 1 dans mon... Écoute, nice. Voulez-vous mes 6 gagnants pour terminer rapidement? Ben, en fait, moi, j'en ai une dernière pour toi. Okay. Je pense que ça va venir sur le point de Mio. Là. Macklin Celebrini, où dans ton classement du Hart? 3e. Qui n'est pas dans le top 3? Qui est 4e? McDavid. Wow. Mon Hart, c'est Nikita Kucherov, Nathan McKinnon, Macklin Celebrini, Connor McDavid et Ilya Sorokin. Il est difficile à ignorer Macklin Celebrini cette saison. Hein? Je sais absolument, mais les Sharks n'ont pas fait les séries malgré tout. Mais je comprends l'argument. Puis si quelqu'un me dit qu'il a voté numéro 1, je ne vais pas obstiner. Pour vrai, le top... S'il avait fait les séries, tu l'aurais-tu mis numéro 1? J'y aurais pensé. Je l'aurais grimpé numéro 2, ça c'est sûr. Okay. Mais j'ai plus de questions maintenant. C'est bon. Fait que c'est ça. Mon Norris, je vous l'ai dit, c'est Werenski, Bouchard, Dahlin, Quinn Hughes, Lane Hudson. Le Jack Adams, je pense qu'on peut sans dire se tromper. Lindy Ruff a son nom gravé sur le trophée, c'est réglé. Ouais, je sais pas, il y en a, mais Dan Hughes va avoir Dan Hughes est 2e, je l'aime absolument. John Cooper, 3e, il faut quand même lui donner. Travis Green, 4e. Jared Banner, 5e. Attends un peu. Je continue de dire que Martin Saint-Louis... Je sais, je m'en veux de ne pas l'avoir mis, mais... Je sais, il y en a plein. Ça n'a aucun sens. Mon Calder, Matthew Schaefer, Ivan Demidov, Jacob Debesch, je vais le mettre 3e, devant Beckett Seneka et Jimmy Snuggerud. Mon Vézina, c'est Sorokin, Scott Wedgwood, André Vasilevski, Igor Shesterkin et Logan Thompson. Et mon Selkie, c'est Suzuki, Eichel, Eagle, Marner et Ishak. Hey, Suzuki and guys. Suzuki and guys. Je pense qu'on va y aller ainsi pour lui. Hey, mais la raison pourquoi je dis ça, c'est fou d'ignorer Macklin Celebrini, c'est que, bon, termine sa saison, deuxième saison dans la Ligue, hein? On s'entend, 118 points. Le gars est en train de compétitionner pour un Hart Ross à sa 2e saison. C'est du jamais vu, je crois, depuis... oui, il y a eu McDavid, puis là, après ça...
Ben, Doit-on remonter? c'est Crosby Ovechkin C'est quand ça. ils sont arrivés dans les... On doit remonter aux années Ovechkin-Crosby, que ces deux gars-là sortaient du 100, 120 points à leur deuxième, troisième saison, au point où... Oh, Bien sûr. Alex Ovechkin a fait 100 points sa première saison complète. Hein? Il y a ça aussi. Hein. Doit-on aussi se rappeler, messieurs, qui aussi est l'agent de Macklin Celebrini? C'est qui déjà? C'est pas de Brisson? Ah, c'est pas de Brisson. Donc, c'est la société de presse qui a sorti ça en premier, comme quoi, bon, il y a eu des commentaires de Macklin Celebrini après les interviews là, de sortie de saison, comme quoi, bon, quand on s'est parlé de son contrat, messieurs, on serait déjà prêt à aller de l'avant avec le gros contrat même au diable la troisième année. Allons-y tout de suite. Pas besoin de l'évaluation de troisième année. On serait peut-être déjà prêt à signer le contrat. Peut-on voir? Messieurs, doit-on s'attendre au contrat de 8 ans, 160 millions de dollars? Oh, je le vois arriver dans ma face, puis même, ça fait déjà quelques mois que je vois ça, puis je suis genre, man, ce gars-là va faire 20 millions à son prochain contrat par année, puis pourtant, je ne suis pas capable de grasp. Tu sais, quand Elliot Friedman va sortir son tweet que Macklin Celebrini va signer pour 8 ans, 160 millions, là, je pense que je vais regarder mon écran pendant 3 minutes straight, puis je ne serai pas capable de dire un mot. Je vais être genre, wow! C'est insane. Ça arrivera pas. Ça arrivera pas. Oh, ouais. Ça arrivera pas, j'explique pas. Puis, écoute, Celebrini est dans une drôle de situation, OK? Parce que s'il veut signer un contrat de 8 ans, un peu comme Ivan Demidov, ça va être la même situation. Là. Mais si en fait, est-ce qu'il peut encore signer 8 ans, en fait? Il faut qu'il signe d'ici le 15 septembre. Donc, l'équipe a un immense levier à ce niveau-là de s'il va aller chercher la 8e année, il faut qu'il signe avant une certaine date butoir, sinon ça va être 7 ans maximum. Rappelons que la nouvelle convention collective, à partir de la mi-septembre, les nouveaux contrats vont pouvoir être de 7 ans pour les joueurs déjà avec leur équipe, 6 ans pour les joueurs qui sont des joueurs autonomes. Que le marché de l'autonomie est rendu mort dans la LNH. Mais bref, ce n'est pas ça le point. Celebrini, écoute, je pense qu'on va vouloir régler pour 8 ans, puis... mais l'affaire aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que non seulement les Sharks ont du levier au niveau des années, la date butoir pour le 8 ans, on a aussi du levier dans le sens où ces prochaines années, ce n'est pas des années d'autonomie complète, il y a encore, ce sera 4 ans où ce qui est encore sous contrôle des Sharks à toute fin pratique. Et ça, généralement, ce n'est pas dans ce cas-là que les gars font sauter la banque. On le voit très bien à Montréal avec Suzuki, Caulfield, Slav, Hudson et bientôt Demidov, tous ces gars-là qui étaient dans cette situation-là. Sérieusement, je pense pas que Celebrini va dépasser le 17 de Kaprizov. Est-ce qu'il mérite? Probablement. Je pense que je pense que tu changerais Celebrini pour absolument aucun joueur de la LNH en ce moment. Là. Je pense que c'est peut-être l'atout le plus... Mettons que tu as une franchise demain matin avec n'importe quel gars dans la ligue, tu prends Celebrini numéro 1. Tu peux argumenter Schaefer, mais je pense que Celebrini est encore numéro 1 juste parce que c'est un centre et tout. Puis que, je pense que Celebrini est le gars numéro 1 juste parce qu'il est plus jeune aussi que les autres gros noms. Mais il y a quand même certains facteurs qui font en sorte que les Sharks risquent d'être capables de faire baisser juste assez la facture pour rester en bas de Kaprizov. Tu sais, Kaprizov, faut pas oublier, ce gars-là était un an d'autonomie complète avec tout le levier du monde entier. Celebrini en a moins. Parce que les Sharks pourraient juste faire, bon, ben, regarde, on va juste te trouver un contrat à court terme où on va trouver d'autres solutions, mais les Sharks n'ont pas une tonne de levier dans ce dossier-là. En fait, Celebrini n'a pas une tonne de levier, c'est les Sharks qui ont le gros du levier dans ce dossier-là. Je pense qu'on va le garder à moins de 17, peut-être comme à 15-16. Je pense que le contrat de Connor Bedard, il va en dire très très long sur Celebrini. Je pense que Celebrini va signer pour plus que Bedard. La question, c'est de combien, mais je pense que les deux, ça va être en bas de Kaprizov. Quelque chose comme genre, je dirais 10-11 pour Bedard, puis 13 pour Celebrini, genre, quelque chose comme ça. Peut-être 14, Macklin Celebrini qui signerait pour 7 ans pour moins cher que Austin Matthews, ce serait scandaleux. Scandaleux. Contrat. Mais Matthews était aussi pas loin de l'autonomie complète à ce contrat-là. C'est ça la différence aussi. Et là, oui, évidemment, le plafond explose, mais il y a quand même un peu. Puis on parle dans la MLB, les années de contrôle, là, c'est un peu le même principe au hockey. Là, c'est pas aussi restrictif, là, parce qu'il y a quand même les offres hostiles qui donnent un certain levier aux joueurs. Mais sérieusement, je pense que ça va être plus bas que ce à quoi les gens s'attendent. Ça va être un gros chiffre. Là. Ça va être plus que le 12,5 de McDavid. Selon moi, mais 13, 14, j'ai de la misère à voir beaucoup plus haut que ça.
Puis je serais pas surpris que ce soit court terme, mais je pense qu'on va vouloir essayer. Là. Mais il y a quand même sorti la question comme quoi ça peut aussi être un court terme, donc une sorte de C'est ça. sorte de contrat-pont, hein, comme on Bridge deal. Mais ça, évidemment, évidemment, lui veut ça. C'est ça, lui, il veut ça, se rapprocher de l'autonomie et aller chercher un gros contrat. Lui, évidemment, a tout avantage à prendre ça. Mais les Sharks vont probablement vouloir lui donner 8 ans, ça va y acheter de la sécurité la première fois qu'il peut le faire. Puis s'il croit au projet à San Jose, pourquoi pas signer 8 ans rendu là, mais je vois pas un 17-18 millions. Je pense que ça va être moins ça. Verra-t-on. Je me trompe, mais je sais. Puis tu sais quoi, la beauté de ce dossier-là, c'est que ça peut être réglé d'ici septembre. C'est ça la beauté de ça, c'est qu'on peut y revenir très rapidement. Ben, à partir du 1er juillet, mais oui, effectivement, à partir du 1er juillet, puis c'est d'ici le 15 septembre. Ça fait qu'on ça va laisser comme 2 mois et demi pour négocier. Un peu comme. Sérieusement, ça va être. Celebrity et Dimidas, ça va être les 2 gros noms à surveiller à ce niveau-là dans la NH. Beckett Seneca aussi, j'ajouterais, mais ouais, ça va être les gros noms à surveiller. Léo Carlson. Moi, ça va être Léo Carlson, moi, que je oui, c'est vrai, Léo Carlson aussi. C'est vrai, Léo Carlson était jeune. J'avais oublié qu'il n'avait pas signé. Bernard aussi. Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a une bonne cohorte. Je pensais que la QV de 2024, elle mettrait de 2023 aussi, vu qu'on une bonne QV là, qui vont quand même faire sauter la banque. Messieurs, on arrive en deuxième portion de l'émission. Et même pour vous à la maison là, qui écoutez, bon, vous voulez revoir le 3e but de Slafkovský, ben, passez donc par notre compte TikTok. On a des mises à jour sur cette affaire-là. On a les faits saillants début à vous proposer et bien sûr, toujours des beaux petits faits saillants de cette émission pour écouter et réécouter. Et vous savez quoi, parfois se moquer de notre gueule parce qu'on sort des trucs un peu faramineux. Là. Vous pouvez même gagner un gilet de laine en vous abonnant sur nos pages Instagram. Hein. C'est vrai, ça. C'est vrai. Les gens disent. Les gens disent. La rue spécule. La rue dit que. Vous pouvez gagner un gilet de Lane Hudson si vous vous abonnez et que vous nous suivez sur nos réseaux sociaux. Yes, sir. Messieurs, ce n'est pas les seules séries éliminatoires qui, en ce moment, se déroulent parce que nous en avons aussi du côté de la NBA. Mais vous savez quoi? Juste avant que l'on parle de ces séries éliminatoires, je l'ai mentionné sur ma revue de presse du Salon de Mio que je vous invite à écouter tous les jeudis matins, là où vous écoutez votre balado La Triple Menace. Mais, à chaque année, on se dit asti, un autre tournoi, je suis plus capable des hosties tournois. Vous savez quoi? On va régler tous les problèmes avec un tournoi, mais vous savez quoi? Tournoi. Le tournoi, OK. Mis à part les séries éliminatoires, OK? Le OG tournoi des nouveaux tournois d'Adam Silver et de la NBA. À chaque fois qu'on se dit je suis plus capable, on se fait prouver le contraire, que c'est une excellente que c'est du génie. Messieurs, et tous ceux qui nous écoutent sur ce podcast-là ou qui nous regardent sur YouTube, il ne faut jamais 2 équipes moyennes qui s'affrontent pour un enjeu réel peut souvent battre ce que 2 meilleures équipes font. Pour moi, tu sais, quand 2 équipes moyennes s'affrontent dans un tel enjeu, là, il y a juste un petit élément chaotique de plus que c'est peut-être pas super tight, c'est pas super beau non plus, mais goddamn, les matchs sont serrés et sont intéressants. Les gars, j'ai eu l'impression de retourner en 2016. Pour vrai, 2028, tout le monde parle de revenir en 2016, là, mais j'ai vu Andre Drummond, Al Horford, qui ont take over des games dans le play-in, dans le Big 2026. Le match entre les Clippers et les Warriors. Merde. Je sais, en tout cas, Félix et moi, on le regardait en même temps et on écrivait sur une conversation avec d'autres amis là, du temps d'Alley-Oop, là, où pendant un bon moment dans le clutch au 4e quart, c'était Al Horford et Brook Lopez qui s'échangeaient les paniers et finalement, ça s'est terminé sur un joueur qui... Les mauvaises langues diront n'est pas clutch, Stephen Curry. Puis la défense de Draymond Green. La défense de Draymond Green, il faut pas oublier. Sur deux jeux. Kawhi Leonard, parce qu'on est encore... Vous nommez, tous les gars qu'on vient de nommer sont tous vieux sans aucune exception. J'en ajoute un autre, Kawhi Leonard. Là. Kawhi Leonard, au 4e quart, là, était en enfer avec Draymond Green. Ça n'avait aucun sens. Ce gars-là se faisait malmené par Draymond Green. C'était complètement absurde de voir ça. Puis
Man, Draymond, le Hunk, là encore, le Hunk est encore capable de sauter avec la corde, là. Il est encore capable de faire ça. Puis, man, c'était complètement fou, ce match-là. C'était Clippers-Warriors, là, c'est un peu ce qui se passe quand deux maisons de retraite s'affrontent pour une dernière fois, puis on essaie de se prouver qu'on est encore capable de le faire. Tout ça pour qu'au final, les Warriors l'emportent et se fassent littéralement lessiver par les Suns 2 jours après. Mais c'est pas grave, parce que le temps d'un soir, on a pu croire que la dynastie des Warriors n'était pas encore complètement 100% morte, juste pour que la réalité nous rattrape 48 heures. Mais c'est le fun, on va toujours avoir ce match-là. Cette soirée-là va toujours être là. Juste avant qu'on revienne au point principal, d'ailleurs, vous avez sûrement vu passer cette vidéo là, de Steve Kerr qui est avec Draymond Green et Stephen Curry qui dit « Bon, vous savez quoi? Je sais pas ce qui va se passer cet été, mais peu importe ce qui se passe, ça aurait été le fun. » Ou si ça sonne pas comme quelque chose qui se casse, mais bon. Et petit bonus aussi, si ça donne que le match throwback du play-in de 2016 est commenté par Kevin Harlan of all people... Oh, man. Bless. Tu sais, vous faites partie du top 1% du monde bless que vous ne pouvez pas avoir. Je pense que je l'ai déjà dit sur ce show. Si je ne l'ai pas dit, je le dis maintenant. Il n'y a aucun descripteur, tout sport confondu, qui arrive à la cheville de Kevin Harlan. Et je le dis en tout respect, il y en a des excellents. Là. Vraiment, des excellents descripteurs. Au Québec, il y en a. Partout au reste du Canada, États-Unis, il y en a des excellents. Mais je ne sais pas si c'est parce que j'ai grandi sur NBA 2K ou autre chose, là, mais il y a quelque chose avec Kevin Harlan. Il y a une magie. À un moment donné, là, le match était tellement fou, il était rendu sans mots. Puis pour rendre Kevin Harlan sans mots, il faut aller loin. En fait, puis, il y a une... Je sais pas, il y a quelque chose... Moi, là, tu me dis qu'un match est commenté par Kevin Harlan, je me fous des équipes qui jouent, du sport en question, je vais l'écouter. L'attrait du match, pour moi, c'est Kevin Harlan. C'est mon numéro 1. Là. Mettons, Kevin Harlan, là, pour moi, là, dans ma tête, là, quand j'imagine le nom, là, il y a un emoji de chèvre. C'est ça, Kevin. Ben, écoute, je vais t'avouer, Félix, là, pour l'attrait nostalgique, j'ai un peu la même relation de ce genre-là avec Jim Houston, parce que j'ai grandi avec NHL 2002, 2003, 2004, etc. Voilà. Fait que j'ai un peu ce même lien là-dessus, mais tout ça pour dire, le play-in, on peut critiquer. On peut faire des jokes, le Heat, le Magic, les Bulls sont là chaque année. Les Kings! Les Kings sont toujours là. Les Warriors sont là depuis 2-3 ans. Puis, on pourra critiquer Adam Silver là-dessus. Je peux pas dire que c'est pas un succès, là. Tu sais, ça amène des matchs serrés, un peu chaotiques. Puis, ça fait juste du bien de juste chialer sur des équipes qui sont pas des équipes de tête habituellement durant la saison. Puis en plus, est-ce qu'on peut donner aussi un peu de credit au Magic d'Orlando qui a gagné contre les Pistons de Détroit dans le match numéro 1? Pour ceux qui disent que le play-in, ça sert à rien pour se faire casser une volée au premier tour. Le Magic qui a joué 2 matchs, soit dit en passant. C'est moi qui dis ça. C'est moi ici, c'est moi, Félix. C'est moi qui dis ça. Soit dit en passant. Bien oui, Magic qui a joué 2 matchs. Et les Pistons, en tant que première tête de série dans l'Est, si ça ne donne pas assez de munitions pour garder le play-in, je ne sais pas ce qui va le faire, en plus des excellents matchs qu'on a eu. En vrai, là, dans cette première batch de matchs, bon, il y avait Sixers Magic qui a été un peu décevant, Hornets Magic, puis Warriors. Bon, regarde, 50% des matchs ont été excellents jusqu'à la fin. Mais vous savez quoi, les autres, ça s'est quand même bien battu. Et ça, on ne peut pas le rendre. Je me souviens plus c'était contre qui, mais les Hornets, le premier match, c'était contre qui contre les Hornets? Contre le Heat où LaMelo Ball a sorti Bam Adebayo du match. Vraiment, regardez un match des Hornets, je sais pas comment les gens là-bas font pour supporter cette équipe où à chaque fois tu dis... As-tu vu aussi le descripteur que les Hornets ont aussi? Oh mon Dieu, il est excellent. Je l'adore. Eric Miller, quelqu'un qui aime sa job, tu sais. Mais où... Je voyais comment le match se dessinait, puis les Hornets qui prennent une avance de 7 points avec comme 1:30 à faire. Je me dis, bon, ben, merci beaucoup, le Heat, ça aurait été le fun. Et LaMelo Ball qui procède à 2 revirements consécutifs, un tir de 3 points, mais ça ne tentait pas de gérer le ballon comme il faut, tu sais. Ouais, mais ça, Mio, je vais te dire ça en 2 mots. Je vais résumer tout ce que tu as dit en 2 mots. LaMelo Ball.
Exact. Puis tu sais quoi? C'est l'expérience complète de LaMelo Ball. Ce gars-là va avoir 2 brain farts là-dessus, puis il va faire un jeu qui a aucun espèce de bon sens pour lancer un 3 points puis faire gagner les Hornets. Et tu sais quoi? C'est lui qui a fait gagner les Hornets finalement sur une percée au panier. Dans ces séries éliminatoires, d'ailleurs, le gros affrontement, parce que là, encore une fois, il y a une série Timberwolves Nuggets qui vraiment là, est en train de s'installer comme l'une des bonnes rivalités des années 2020. Là. Vraiment, là, on est choyé dans chacune de ces séries-là. Et les Nuggets ont frappé dans le premier match. Ils ont frappé en gros. Ils ont profité des erreurs défensives très coûteuses d'un certain joueur en particulier que je vais nommer encore une fois sur ce podcast. Rudy Gobert s'est fait cuisiner au 4e quart. Mais Félix, tu es encore confiant que ça peut se donner pour les Timberwolves? Si le seul truc que tu as obtenu de ce match-là, c'est que Rudy Gobert a un match difficile, sérieusement, on n'a pas vu le même match, toi et moi. Là, ce gars-là était peut-être le dernier problème des Timberwolves. Un 4e quart. Fair enough. Mais pour tout ce qu'il a fait pour le reste du match, je suis prêt à y pardonner. Écoute, oui, les Timberwolves ont perdu ce premier match-là, ce qui n'est pas idéal et tout, mais ça reste que le score n'est pas représentatif d'à quel point ça a été un match serré. Surtout à la fin du 4e quart, c'était devenu extrêmement serré jusqu'à temps que les Nuggets reprennent un peu le contrôle de ce match-là. Les Timberwolves se sont battus coup pour coup avec une équipe alors qu'on avait un Anthony Edwards qui était clairement diminué. Je veux dire, Anthony Edwards, ça va clairement pas en ce moment pour son état de santé. Et évidemment, c'est une grosse source d'inquiétude, mais il faut aussi souligner le fait que Julius Randle a un match épouvantable et pourra difficilement faire pire à partir de maintenant. Et il y a d'autres gars aussi qui font probablement... Naj Reid aussi qui a un match épouvantable. Moi, sérieusement, les Timberwolves, on va avoir perdu ce match-là. Je suis plutôt rassuré d'avoir vu cette performance-là de Gobert qui était exceptionnelle, puis de me dire, les Timberwolves ont été coup pour coup avec une équipe alors que plusieurs de leurs gros éléments ont un match difficile qui n'auront pas tout le temps. Évidemment, la grosse question, c'est est-ce qu'Anthony Edwards va être capable de se relever de ça? Ça, c'est évidemment ce qui pourrait... Ça passe ou ça casse en fonction de l'état de santé d'Anthony Edwards. Mais j'ai envie de dire que les Timberwolves sont encore l'équipe qui va gagner cette série-là. C'est encore Timberwolves. Hein, le premier match, je change absolument rien. Tu ne gagneras pas en 6 si l'autre équipe ne gagne pas un match ou ne gagne pas 2 matchs. Il faut bien qu'il en gagne un à un moment donné. Cette série-là, plus ça se prolonge, plus elle va être à l'avantage des Timberwolves. Revenir à la maison, ça va faire du bien. Les Timberwolves ont juste besoin d'envoler une à Denver. Je pense que le reste va se faire pas mal tout seul. Ce match-là, tu sais, Denver a pas mal eu le meilleur match, selon moi, qu'ils sont capables d'avoir. Les Timberwolves n'ont pas eu leur meilleur match, puis on est capable de se défendre sur la route. Je reste encore convaincu que les Timberwolves vont trouver le moyen de gagner cette série. Mesdames, messieurs, je fais mon meilleure imitation de Félix parce que, mon Dieu, t'as donc bien pris du copium gas depuis les 3 dernières minutes. C'était quoi ça? Moi, j'entends juste... Félix Forget, moi, j'entends juste des excuses. Des excuses. J'entends ce que tu me dis. Mais pour moi, le fait que c'est trop respiration de copium. Peut-être. Mais, tu sais, il y a quelques petites... Donne des minutes à Terrence Shannon Jr. Rajoute Terrence Shannon Jr. à ce match-là hier. Je pense des Timberwolves. Mais évidemment, le gros enjeu, c'est à quel point Anthony Edwards va être incapable de se... Si Anthony Edwards reste à ce niveau-là, ils ne gagneront pas. Mais si Anthony Edwards, qui est reconnu pour être un gars qui guérit vite, qui est capable de guérir de ses blessures assez rapidement, si Anthony Edwards est capable de juste aller chercher un autre step, moi, je vais être l'un dansera sur la tombe de l'autre. Dans tous les cas. Avez-vous vu d'ailleurs Chris Paul qui met la fameuse photo la fameuse photo j'étais au funérailles de mon plus gros hater lorsque les Clippers se sont fait sortir. D'ailleurs aussi, doit-on rajouter qu'avec cette défaite des Clippers qui finalement ne seront pas en séries éliminatoires, ça offre un choix de loterie au Thunder. Hey, il y a un monde dans lequel ça s'alignait pour être genre loterie, mais comme ça s'alignait pour être un top 5 à un moment donné, là. Ah, c'est pris que la Ligue est forte. Ben, je pense qu'il y a encore 10% de chance d'être un top 4. Hein. Il y a encore je pense que c'est 10% que c'est un top 4. Oh, man. Imagine, il y a juste Jean Dibanza ou...
Des thèses universitaires devront être faites, man. Officiellement, sur le site de Tankathon, OKC, qui, selon le classement général, aurait le 12e choix au total, mais qui pourrait être toujours avec la loterie, aurait 7% de chance d'avoir le top 4 et 1,5% de chance d'avoir le tout premier choix au prochain repêchage. Mais genre 7%, pour vrai, c'est pas terrible. C'est pas terrible, mais... Non, mais tu sais, genre un gars comme, je sais pas moi, Cam Boozer, tu sais, mettons, là, tu réussis à sneaker genre le 3e, tu sais, ou le 4e. Non, tu fais juste ramasser le 3e, tu te ramasses genre, peut-être genre ton meilleur espoir depuis Chan Holmgren, là. C'était quoi les chances des Islanders dans le passé? Voilà ça. C'était 3,5%. Je sais que l'Islanders était 10e, mais je me souviens plus les odds précis, c'était combien? 3,5%. Ils l'ont eu. L'OKC a 2 fois plus de chances. Ça, c'est pour un choix top 4, par exemple. Le premier choix total. Peu importe. Non, mais dans cette classe de repêchage de la NBA, les 3 à 4 premiers gars ont tous des arguments pour sortir premier, tout dépendant de quelle équipe obtient ce premier choix. D'ailleurs, messieurs, dans ces séries éliminatoires-là, la semaine dernière, je vous ai sorti mon petit pad pour dire comme quoi il n'y aura pas de LeBron James game. Mais vous savez quoi? J'aurais pas pu prédire que ce serait aux dépens d'un match Luke Kennard. Okay? Luke Kennard, on le sait, c'est un excellent tireur à 3 points. C'est un gars qui a rendu de fiers services aux Lakers cette saison, qui a rendu de fiers services aux Clippers et aux Grizzlies. Partout où il est passé. Vraiment un gars d'extrêmement bonne qualité et vraiment, tu sais, un gars que quand il la sent, là, la balle, il la sent en motadie. Et ça n'a-tu pas paru, mais mon Dieu que les Rockets, qui d'ailleurs, Kevin Durant n'avait pas vraiment de blessure d'ici la fin de la saison. On apprend avant le match, pendant qu'il s'entraîne, comme quoi, bon, finalement, il y a une contusion au genou, on n'est pas trop sûr. Finalement, il ne jouera pas. J'ai jamais vu une équipe autant perdue que les Rockets sans Kevin Durant. Et pourtant, Kevin Durant, c'est un gars plug and play, ce qui veut dire qu'il devrait déjà y avoir un système en jeu. Tu fous Kevin Durant là-dedans, il va aller chercher tes paniers en isolement. Cette équipe, ma foi, est-ce qu'elle était perdue offensivement? Comment est-ce que tu ne réussis qu'à mettre 98 points sur les Lakers avec, devrais-je rappeler, LeBron James avec la quarantaine d'entamés? Luke Kennard, c'est un tir à 3 points, ce n'est pas un incroyable joueur défensif. DeAndre Ayton n'est pas un incroyable. DeAndre Ayton, c'est quoi la citation qui a sorti une couple de semaines? Il se regarde dans le miroir et il ne se reconnaît pas. Écoute, ça. Honnêtement, Mio, je te pose la question, OK? Luka Doncic joue ce match-là, est-ce que les Rockets font plus qu'à 98 points? Honnêtement, on parle... Tu sais, t'ajoutes Luka Doncic qui... Tu sais quoi? M'a donné... Il s'est amélioré défensivement. Est-ce que c'est encore un incroyable joueur défensif? Non. Oui. Mais okay. par combien de points est-ce que les Lakers gagnent? C'est un peu, je peux améliorer mon lay-up. Là. Tu sais, la barre est... c'est ça. Haute, là. Ben oui, c'est ça. Ben, en fait, regarde, tu sais quoi? Va te retwisser ta question. Par combien est-ce que les Lakers gagnent si Luka Doncic était là? Oh, ça, c'est une bonne question, ça, par exemple. Je pense arrêter... Ben, je sais pas, peut-être avec ces carences défensives-là, peut-être que les Rockets marquent peut-être 100, 105 points. Ça aurait peut-être été plus serré. Kevin Durant n'a rien à cirer de cette équipe-là. Tu sais, on a eu les fameux fichiers Kevin Durant là, qui sont sortis. Mais les gars, Kevin Durant, il a l'air d'avoir rien à cirer de ce qui se passe en ce moment. Ben, écoute, c'est Kevin Durant depuis qu'il est parti de Golden State. Ouais. Non, ouais, puis écoute, tu parles d'un gars plug and play, puis avec un système autour de lui. Ça reste quand même que quand tu as Kevin Durant qui est toujours là pour te marquer tes points, le reste de l'équipe devient un peu dépendant de lui, puis ça reste que Kevin Durant est là pour une raison. Ça reste une équipe qui n'est pas capable de marquer. On n'a pas vraiment de marqueur peu dans cette équipe-là. Puis tu sais, Kevin Durant n'est plus le joueur qui a déjà été, mais Kevin Durant, tu as besoin qu'il te fasse 25 points, il va te faire 25 points. Si tu as besoin qu'il te fasse 40 points, il va te faire 25 points. Mais tu sais, ça reste un gars qui va te faire 25 points, puis c'est pas facile de trouver n'importe qui peut te sortir 25 points de même. Puis les Rockets,
Non, pas ce gars-là. On ne l'a pas. Je sais pas comment on va le trouver qui n'est pas Kevin Durant, mais on ne l'a pas. Puis on va espérer que sa blessure n'est pas sérieuse. Mais tabarouette. Aïe, aïe, aïe. Félix, dans ce cas-là, tu t'adaptes. Alperen Şengün est vanté comme étant le second coming de Nikola Jokic. Nikola Jokic 2. Mais tu sais quoi? Il s'est présenté comme un great value, Nikola Jokic, parce qu'il n'est pas capable de faire pivoter son jeu ou de faire produire ses coéquipiers de cette façon-là. Je suis désolé, mais ça ne peut pas survivre les Rockets. Encore une fois, il y aurait peut-être eu cette option pour marquer des points si Fred VanVleet était en santé. Mais vous savez quoi? Les Rockets se sont retrouvés là où ils sont en saison régulière parce que vous savez quoi? Ils ont été en mesure de s'ajuster sans Fred VanVleet et d'avoir un système qui est capable de mettre des points. Il faut croire que présentement, ils n'y sont pas capables. Mio, je finirai en disant que c'est méchant pour Alperen Şengün de l'appeler version Great Value Nikola Jokic, alors que Nikola Jovic existe. Légende du Heat, Nikola Jovic. Oui, ben quand même, qui a passé un épisode quand même très, très difficile là, récemment aussi. Donc, bref. Tant mieux pour lui. Puis écoute, dernière affaire sur les Rockets, tu sais, on parle de Kevin Durant. Oui, Kevin Durant, il est plus nécessairement le joueur qui est dans son prime. Là, mais en tant que fan des Timberwolves, je vous assure que la dernière chose que tu veux, c'est de voir Josh Okogie jouer 26 minutes dans un match de série. Oh mon Dieu. En tout reste pour lui, c'est la toute dernière chose que tu souhaites. Il y a beaucoup de gars que tu préfères voir jouer 26 minutes que Josh Okogie. Et encore une fois, en tout respect pour le gars. En tout respect. Demandez-vous pas pourquoi l'attaque était difficile à trouver. Hey, les gars, finalement, on sort un peu là, du dernier quand même registre de nouvelles qu'on avait de la NFL la semaine dernière. Bon, on parlait de fameuses bisbées, peut-être conflit d'intérêts, de relations qui vont au-delà d'une relation entre sources et journalistes. On a le repêchage qui approche. Ça va certainement être intéressant. Même si on s'entend déjà qui ira où avec le premier choix, pour ne pas dire Fernando Mendoza. Mais dans les dernières semaines, on entendait parler de, notamment Dexter Lawrence. Dexter Lawrence qui était peut-être plus trop sûr de vouloir aller de l'avant avec le projet des Giants de New York. Vous savez quoi? Les demandes ont été répondues et on a trouvé preneur. Messieurs, on a quand même réussi là, à s'améliorer un petit peu là, au niveau de sa position chez les Bengals de Cincinnati. Là, quand même, là, c'est pas répondre qui coûtera le 10e. Mais vous savez quoi? On le prend n'importe quand, cet échange-là. Là. Exactement. Écoute, je comprends que la transaction est le fun, mais le monde qui disent qu'on vient de régler tous les problèmes à Cincinnati... Là, ils ne sont pas tout réglés, Pop. Je suis pas d'accord. Mais... Je suis pas d'accord. Tous les problèmes ne sont pas réglés. Je vais être l'avocat du diable, mais tu le fais 10 fois sur 10. Oui, non. Le move est à faire, je comprends. Mais ce que le monde qui disent que tous les problèmes sont réglés à Cincinnati, on est redevenu le powerhouse qui va se battre pour la division l'année prochaine. Wow, mais notre papillon, là. On a d'autres sujets avant de régler tout ça. Félix, je te laisse le micro. Après cette transaction-là, les Bengals sont les favoris pour gagner la division. Je pense que c'est particulièrement proche. Écoute, je peux pas craindre que les Steelers vont refaire le coup encore l'année prochaine. Quoi qu'on dit ça à chaque année, mais ils refont le coup à chaque année. Les Bruns étant les Bruns, bon, OK. Je donne encore l'avantage aux Ravens, mais je vois Lamar Jackson qui commence à quitter son prime, qui reste encore un bon carrière, mais qui quitte son prime, qui commence à se fier de plus en plus à son bras. Je peux voir peut-être l'argument que les Bengals pourraient être favoris pour la division, mais j'achète pas tout de suite. Mais je me garde sur un coin de table, puis on s'en repart dans quelques semaines. C'est un deal, ça, Félix? On peut. Moi, mon opinion ne changera pas. Je reste 100% all-in sur les Bengals à ce niveau-là parce que, écoute, oui, là, on va me dire, écoute, il fallait qu'on remplace Trent Hendrickson. On n'avait toujours pas remplacé Trent Hendrickson. Je pense pas que le partisan moyen comprend à quel point Dexter Lawrence est une amélioration majeure sur Trent Hendrickson. Sérieusement, là, ce n'est même pas particulièrement proche.
Oui, Trey Hendrickson, sa dernière saison en santé, c'était 17,5 sacs du corps. Dexter Lawrence, il y a un demi-sac du corps cette année. J'entends ça. Dexter Lawrence, même s'il ne fait pas autant de sacs que Trey Hendrickson, est un bien meilleur joueur défensif que Trey Hendrickson. Hendrickson n'est pas jouable contre la course. Il n'est pas jouable. Il est épouvantable. Dexter Lawrence, évidemment, ne fera pas une tonne de sacs, mais sa simple présence au milieu de la ligne te force à le doubler tout le temps. Puis même quand tu le doubles, il va neutraliser la course, puis il va avoir un impact en tant que chasseur de corps. Et tu as remplacé quand même la production de Trey Hendrickson dans une certaine mesure par Boye Mafe que tu as signé. Fait que moi, tu me demandes, est-ce que j'ai mis une ligne défensive avec Trey Hendrickson ou avec Dexter Lawrence et Boye Mafe? Je n'hésite même pas une seule seconde, je prends absolument la deuxième option. En plus de ça, les Bengals, on a réussi à le signer pour un contrat de juste 1 an, 28 millions. Si ça ne marche pas, on peut s'en sortir. Oui, Dexter Lawrence est un joueur vieillissant, mais Dexter Lawrence, en santé, je m'excuse, Dexter Lawrence à 100% de son potentiel, c'est possiblement, moi je le mets dans cette conversation-là sans problème, là, un des 10 meilleurs joueurs défensifs de la NFL et peut-être même pas 10e, là, peut-être même plus haut que ça. Là. Fait que Dexter Lawrence est un game changer dans le sens le plus pur du terme. Ce gars-là, pour moi, change la donne à Cincinnati. Puis, je suis pas en train de dire que ça va être la meilleure défense de la ligue, là, mais quand tu as Joe Burrow, Ja'Marr Chase et T. Higgins, tu as besoin que ta défense soit moyenne à un peu au-dessus de la moyenne. Tu vas être en business après ça. Là. Joe Burrow, à lui seul, on l'a vu dans les dernières années, là, est capable de juste marquer plus de points que l'autre équipe. Fait que dès que ta défense n'accorde pas 607 points, ça devrait être pas trop pire. L'attaque des Bengals devrait être en mesure de gagner des matchs. Pour moi, il y a aucune équipe dans cette division-là qui est meilleure que Cincinnati. Le gros problème de Cincinnati, là, c'est qu'on a, selon moi, le pire coach de toute la NFL. Là. Zach Taylor est une honte. Je peux pas croire que ce gars-là est encore coach de cette équipe-là. Mais attends, en même temps, on parle d'équipe qui a embauché Marvin Lewis pendant longtemps, là, quoi? Mais la ligne à l'attaque, quand même, n'oublions pas. Là. Ben, ça allait être ça mon point. Tu ne règles pas tes problèmes sur la ligne à l'attaque. Oui, OK, Joe Burrow et Ja'Marr Chase ont besoin d'être juste un peu au-dessus de leur moyenne, puis tu peux gagner puis marquer autant de points. OK? Si Joe Burrow, ça refait la même affaire l'année prochaine parce que sa ligne à l'attaque n'est pas encore capable de le protéger, on fait quoi? Ben, tu peux dire ça pour n'importe quelle équipe de la division. Les Ravens ont perdu Linderbaum. Oui, tu peux dire ça des 32 équipes, mais Cincinnati serait comme première ou deuxième sur la liste des équipes que tu peux dire ça. Cette ligne à l'attaque-là n'est pas capable de protéger Joe Burrow. Elle n'a pas encore les outils pour protéger Joe Burrow. Puis je comprends que le jeu à la course, c'est correct. On peut trouver un moyen. La ligne, les secondaires puis la tertiaire en arrière, on n'a pas plus réglé le problème, là. T'sais, Joe Burrow va lancer pour 450 verges, mais probablement que le corps adverse va en faire 350 pareil. Je suis pas d'accord. C'est là que tu vois, je suis pas d'accord avec toi parce que juste la présence de Dexter Lawrence, là, puis Boye Mafe dans une certaine mesure aussi, là, va tellement faciliter la job de tout le reste de la défense. Ça va être tellement plus difficile pour les carrières de trouver du temps puis pour le reste de l'équipe de trouver de l'espace pour courir. Je te dis, je suis encore pas convaincu que ça va être une défense élite. Pas du tout, le moindrement. Là. Mais cette équipe-là, avec Dexter Lawrence, s'il est à 100% et qui est vraiment motivé comme on l'a déjà vu, pour moi, c'est une défense au moins moyenne et les Bengals n'ont pas besoin de plus que ça. Non. Oui, la ligne offensive. Puis, 10e choix, peut-être qu'on a. Le prix est élevé, mais là, tu as ton carrière, Joe Burrow, qui est la seule chose qui fait en sorte que tu es une équipe encore pertinente. Là. Joe Burrow, il y a à peu près 6 mois, la dernière fois qu'on a entendu parler, il a dit les mots « Le football n'est plus le fun pour moi ». Peux-tu possiblement prendre le risque de ne pas essayer de trouver n'importe quel moyen d'essayer de ramener Burrow en série? Puis, man, oui, si Burrow se blesse, ça va être un problème, mais puis c'est fou ce que je vais dire parce que, évidemment, je ne le mets pas du tout dans la même catégorie que Burrow, là, mais mettons que Burrow se blesse, là, ben, Joe Flacco est encore là, puis Joe Flacco a prévu des moments. Je suis pas en train de te dire que Joe Flacco va amener cette équipe-là en série, mais le vrai gros problème de cette équipe-là, là, pour moi, c'est pas la ligne offensive, c'en est un, c'est pas le plus gros. Le vrai gros problème, c'est la défense qui était pathétique. Dexter Lawrence va tout changer pour ça, man. J'adore cette écoute, je t'haïs tellement. Là. Moi aussi, je t'aime mieux. Ça me fait juste vous rappeler aussi deux choses. De un, M. Forget en haut disait que les Rams devraient appeler Cincinnati pour aller chercher Joe Burrow. J'ai dit ça, c'est vrai. Et deuxièmement, quand tu as parlé de Joe Flacco, moi, ça m'a juste fait rappeler que dans l'année 2025 de notre Lord and Seigneur, on a vu Philip Rivers jouer au carrière avec les Colts. Oui.
Oui. Seigneur. On a vu Joe Flacco au Pro Bowl aussi. D'ailleurs, hey, ce gars-là est un Pro Bowler. Puis on essaie de me faire croire que les Bengals sont dans le c'est un trou. Pro Bowler! Non, mais moi, là, on va essayer de me faire croire que les Bengals sont dans le trou parce que leur backup est un Pro Bowler. Hey, wow! Tout le monde, on se calme, là. Cette équipe-là est équipée pour veiller tard au poste de carrière. On a Joe Burrow, puis si ça marche pas, on a un Pro Bowler. Et là, je vais arrêter parce que je sens que Mio va Mignot est en train de mourir si je je pense, continue, là. je pense que l'âme de Mignot va monter au ciel par Je le pense monde. sincèrement que je vais perdre Mio pour de bon si je continue. Fait que je pense que je vais me calmer un peu. Mais mon point, et ça, je le maintiens, cette transaction-là change beaucoup de choses Oui. pour les Bengals. Et moi, en ce moment, tu me demandes qui va gagner cette division-là. Ma réponse, c'est les Bengals et je n'hésite même pas une seule seconde. J'aime cette prédiction-là. Je l'ai notée sur un coin de table. On s'en reparle dans quelques mois. Peux-tu ne pas le noter sur un coin de table, le noter à quelque part sur le drive numérique, sur les internets, à tout jamais comme ça? Vous savez quoi? Quand éventuellement les Steelers vont bullshit un autre type de division. Ouais, mais là, Mike Tomlin n'est plus là, par exemple. Ouais, là, ça va être, là, tu vas vivre Le Black Magic. le 4 et 11 de Mike McCarthy. Là. 4 et 12. On sait toujours pas qui sera le KR partant, soit dit en passant. Hein? Ah, on se demande vraiment ça va être qui. Oh, je me demande bien ça va être qui. Wow, tant de questions. Est-ce que quelqu'un a une idée? Je sais vraiment pas qui ça pourrait être, les boys. Voyons donc. Allez, Ils devraient appeler les Bengals, leur demander si un Pro Bowler est disponible. Peut-être que ça pourrait les aider. Écoute, c'est pas comme si on avait vu la même affaire l'année dernière. Là. De quoi tu parles? Ben voyons donc, on avait de la clarté poste de carrière des Steelers genre comme en janvier l'année passée. Là. Voyons donc. J'ai hâte que la saison de football commence. Ah, j'ai envie de la saison de football. Hey, mesdames et messieurs, on s'approche quand même pour vers la fin de l'émission. Puis vous savez quoi? Ben, vous êtes tellement nombreux, OK, à venir jaser avec nous sur Facebook. Puis si vous n'êtes pas abonnés, ben faites-le. On approche du 1500. Vous êtes tellement nombreux à participer au Perron d'Église. Puis vous mettez tellement de vie dans ce début d'émission. Encore une fois, vous avez tellement de passion à répondre dans vos commentaires. Même si parfois c'est sa limite, on veut vous lire quand même toujours beaucoup de fun. Allez nous lire là. On a notre quiz du joueur de la semaine, ben toujours à vous faire deviner. Ben, vous savez quoi? Même s'il n'y a pas trop de baseball au menu cette semaine, on l'a quand même avec ce joueur des Angels de Los Angeles ou d'Anaheim. Vraiment, vous y allez comme vous voulez. Hein? À 34 ans, avec 7 coups de circuit en 21 matchs cette saison, ou du moins au moment que ça a été placé. Sur 162 matchs, je ne dis pas qu'il va maintenir la cadence, mais c'est beaucoup parce que je n'ai pas fait de calcul dans ma tête. Donc, Félix Forget, de qui parle? Non, je ne dis pas Victor Wembanyama qui lui calcule ça rapidement dans sa tête. Là. Félix Forget, de qui parle-t-on? Non, je réponds pas à la question. Ce gars-là m'a traumatisé toute la semaine, je réponds pas à la question. Sauf, vas-y, je réponds pas. Pierre-Olivier Poulain. Est-ce qu'on parle d'un joueur qui a frappé 5 circuits dans une série de 4 matchs contre les Yankees de New York cette semaine? Non. Le joueur par excellence de la décennie 2010 dans le baseball majeur, celui que peut-être son dernier tiers de carrière nous sera volé éventuellement d'ici la fin de l'année, mais que là, on en profite, il est en santé. Je parle bien sûr de notre très cher Michel Truitt. Mike Trout. Pour ne pas dire Mike Trout, effectivement. Mike Trout, qui d'ailleurs n'est même pas qui est même pas le meilleur joueur de son équipe. Est-ce qu'on peut juste prendre un petit 2 secondes tant qu'à parler des Angels? OK, parce que Shohei Ohtani est le meilleur joueur chez les Angels, right? Oui, il l'aurait jamais laissé partir, voyons. Est-ce qu'on peut juste parler de José Soriano qui a dépassé le milieu du mois d'avril une moyenne de points mérités de 0,28 en 32 manches et 2 tiers de travail? Est-ce qu'on peut juste en parler de Les Angels ont un bon lanceur, tout le monde. On reste calme. Ça arrive pour de vrai. Les Angels ont un bon lanceur. On reste calme. Et ce lanceur n'est pas Yusei Kikuchi, soit dit en passant. Non. Mais leur autre bon lanceur, c'est Shohei Ohtani, justement. Parce qu'ils l'ont pas laissé partir. Il ne l'aurait pas laissé partir pour rien, non? Emilio Constanza.
je vais te tenir la main quand je vais te dire ce que je vais à dire. Là. Non, mais attends un peu. Tu laisses pas l'un des plus grands joueurs de baseball de tous les temps partir pour rien, non? Surtout pas dans l'autre équipe considérée comme l'Empire du Mal qui est à peu près 8 km de ton stade. L'autre bord de la rue, là, dans le L'autre fond, bord de l'autoroute. Non, mais... tu ferais pas ça. Mettons, si t'étais GM au baseball, tu ferais pas ça, right? Genre, ça aurait pris genre quoi? 3 ans avant que je me fasse renvoyer, tu sais? Non, mais... C'est l'heure de finir ce show. C'est l'heure de non, mais je dis ça. Sean t'as dit, il serait pas parti pour rien, là, non? Puis surtout, il serait pas parti à Toronto. Eux qui ont gagné un championnat, là? Eux qui ont gagné un championnat, puis imagine, man, on avait dépêché des journalistes pour aller l'accueillir à l'aéroport à Toronto. Attends, non, mais tu parles IKF qui s'est rendu jusque... Oui, non, IKF qui a fait un jeu intelligent pour sort jusqu'au moment pour marquer le point de la victoire puis donner une première série mondiale en 32 ans aux Blue Jays de Toronto. Voilà. En tout cas, je fais juste dire aussi, Félix, je vais te faire rire là-dessus. Sais-tu, on parlait de José Soriano, là. Tu penses qu'il y a combien de War en ce moment? Ah, il y en a genre 2 ou 3, là, ça va vite. 2,2. Oui. On n'a même pas fait un mois dans le baseball majeur, ce gars-là a un WAR de 2,2 et ça fait en sorte que ça fait grimper son total en carrière à 6,8. Oh! Oh! Mon gars avait 4 de WAR après 3-4 saisons, puis là, il empêche pour 2,2, puis on n'a même pas fait... Mais il y en a soit un point 1 trop ou un point 1 qui manque. Je suis déçu. 6,8, c'est non. plat. Nio, finis chaud là. OK, mesdames et messieurs, je vais pas plus loin. À surveiller cette semaine. Match 2, match 3 et match 4 de la série Canadien Lightning. Ça va se donner mardi, vendredi et dimanche. D'ailleurs, je vais... Qui est responsable de la cédule pour cette série? Qui a décidé qu'un samedi soir, avec le potentiel d'avoir un match au Centre Bell, il n'y en aurait pas? Ah, mais ça, Nio... Non, mais vraiment, on jase. T'sais, il veut juste parler, là. Il veut juste parler. Il est calme. Il veut juste parler. Qui a décidé ça? Moi, je fais... Tu sais, c'est drôle, hein, ce que 5,2 milliards de dollars peut t'amener dans la Ligue nationale. Hein? Qui a décidé ça? Ça, c'est possiblement les réseaux télé. Mais écoute, je pense, j'avais lu ça à soir, puis peut-être il faudrait que j'aille vérifier, mais ça se peut-tu que hier, il y avait déjà un spectacle au domicile du Lightning de Tampa Bay qui s'est fait... Oui. C'est à cause de ça qu'on n'avait pas eu le match numéro 1 samedi. Oui, Okay. oui, c'est pour ça. Oui. C'est ça qui arrive. On est un peu à la merci aussi des spectacles parce que c'est ça. Même ça pourrait être samedi prochain. Ah oui, mais tout ça après ça, pourquoi que... Ah non, mais tu sais, pour le 3e show de Lady Gaga, hey! Elle s'est jamais pointée pour son 3e show. Je pense que Nio, on va aller respirer Nio. Là. Mais en tout cas, je veux juste conclure là-dessus. Est-ce que dimanche prochain, imaginez à quel point ça serait insane qu'on se parle dimanche prochain et que le Canadien de Montréal soit déjà en 2e. Hey, le dimanche soir, je veux me coucher. Oui, d'ailleurs, allez pas en prolongation, s'il vous plaît. Match numéro 4. Je veux me coucher le dimanche. Oui, parce qu'on a un show enregistré après, fait que s'il vous plaît, on chose ça. Ben écoute, au moins le fait que ça ait commencé à 5h45, vous savez quoi? Terminé pas si tard. Aujourd'hui, c'est pas pire, mais on a quand même... La semaine prochaine, on va ça être tard. Puis en terminant ça... La semaine prochaine, vous allez l'avoir lundi tôt le matin. Pas dimanche, ça va être tard. Puis en terminant ça, ben là, je vais aller me coucher puis je vais avoir encore un bon sommeil quand même. Là. J'ai hâte. Je suis gaga à l'idée de bien dormir. Donc, je répète. Match 2,
3 et 4, série Canadien Lightning, mardi, vendredi, dimanche, vendredi et dimanche étant à Montréal. Toujours les séries de la NBA aussi à suivre parce que c'est toujours tellement le fun à suivre. Et jeudi soir, repêchage de la NFL. On met ça un petit 2 piastres. Qui sort premier? Écoute, j'ai déjà une maison à payer parce que j'ai collé les Panthers de la Floride en série cette année. Hein, fait que C'est vrai. je vais me tenir tranquille un peu. C'est Mais vrai. salutations à Félix qui va être en examen pendant que ses Titans vont avoir un haut choix de repêchage à faire jeudi soir. Je vais en sortir avec Jeremiah Love comme nouveau porteur de ballon numéro 1. Non, mais t'as pas hâte, Félix. Il me semble qu'il y a un petit thrill là-dedans. Tu fais ton examen, t'es comme, je sais pas qui mon équipe repêche, c'est une surprise. Ça va être Jeremiah Love. J'ai accepté. Non, je comprends, mais t'as pas un petit thrill avec toi dans le sens que tu sauras pas vraiment exactement qui que ça va être. T'sais. La dernière fois que j'ai écouté un repêchage sans savoir ce qui allait se passer, c'est quand j'ai écouté le repêchage, c'était de 2023, loin de mon téléphone. Et c'est là que j'ai appris qu'AJ Brown se faisait changer aux Eagles. Fait que non, vraiment, là, les repêchages sans préavis, là, vraiment, je te dirais que j'en ai pas mal de mon truc, je te dirais. C'est bon, j'ai fait le tour. Mon gars, on a eu assez. Bon. J'ai fait le tour. Hey, 2022, le repêchage. Ben, vous savez quoi, les gens à la maison? On est rendu à la fin de l'épisode. On vous remercie de vous être rendus jusqu'à la fin, mais on a remarqué que c'est à peu près là, 10% d'entre vous qui écoutez, qui êtes abonnés à nos différentes plateformes, donc Spotify ou Apple Podcast, faites-le, abonnez-vous. Ben écoutez, sinon, on est toujours disponible sur tous les autres réseaux sociaux, ben, notamment via YouTube, où vous pouvez réécouter ces épisodes en leur intégralité. Encore une fois, ben écoutez, ayez du fun de ces séries éliminatoires. C'est juste du sport. C'est juste du sport, puis allez participer. Vous avez jusqu'à lundi 19h pour participer à notre bracket. On vous le répète trop matin. Il y a des matchs qui se jouent, c'est pas grave, vous pouvez encore faire des choix, vous pouvez encore participer. Lane Hudson en jeu, je vous le rappelle. Ça serait pas pire. Anyways, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à la Triple Menace. Salutations.